Alors, aujourd'hui au podcast, on reçoit Aurélien. Alors, Aurélien, il y a une job que je suis même pas capable de me souvenir du nom de ce qu'il fait. Je vais sûrement le mettre dans les commentaires. C'est l'informatique, mais c'est vraiment assez niche qu'est-ce qu'il fait. Mais ce que je pense qui est intéressant, je sais pas ce que vous allez dire, mais ce qui est intéressant, c'est de vraiment plus l'aspect philosophique un peu de comment il a abordé sa carrière. Je sais pas ce que vous autres, que vous en pensez. C'était très intéressant. C'était philosophique, mais c'était surtout, on dirait que c'était comme motivant. Puis tout ce qu'il dit, on parle souvent de qu'est-ce que ça prend pour faire ce job-là. C'est tellement complètement l'opposé de à quoi je m'attendais de base. Puis c'était comme une petite leçon de vie, genre ce podcast-là, puis de jamais pas s'arrêter au lifestyle normal que tout le monde devrait avoir, puis la ligne directrice que tout le monde devrait avoir dans sa vie. Ouais. C'était vraiment intimidant comme titre quand il nous a nommé son métier, mais quand on va parler de océanographie. Oh, bravo! Merci. Ouais, on va parler même du sous-marin qui a explosé. Il y a comme des liens avec tout ça. En tout cas, ça va être super intéressant. Ouais, quelqu'un de super sympathique, vraiment le fun. Puis on espère que vous allez aimer l'épisode autant qu'on a aimé le tourner. Bonne écoute! Bonne écoute! Bye. Ouais, salut Aurélien! Enchanté. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, vous? Hey, non, mais vous, les deux. OK, parce que là, ça commence mal sinon. Ça commence mal. Merci de te joindre à notre podcast. Et puis, on est ici pour en connaître plus sur ce que tu fais. Puis la beauté, c'est qu'on n'a aucune idée. Fait que vraiment, là, magique. Ouais, c'est magique parce que on en parlait tantôt, puis on disait, on comprend pas vraiment ce que tu fais. Je disais à ma mère, pourrais-tu me donner un petit contexte? Genre, je suis comme, j'en ai aucune idée. Effectivement, c'est assez particulier comme domaine de métier, le NDT. NDT déjà, OK. Est-ce que c'est un acronyme pour... Comme dans tout le monde de l'électronique, physique, informatique, c'est des acronymes qui sont incompréhensibles par le gens et les personnes qui sont extérieures au domaine. NDT, c'est... ou CND en français, en fait, c'est le contrôle non destructif. Ou non destructif, en anglais, désolé pour mon accent, testing. Testing. Ouais. OK. Wow. OK, il va falloir que tu nous expliques beaucoup plus. Oui, non. Comme ça, on avait 4 ans. Ouais. 4 ans, et c'est plus compréhensible avec des petits... Non, en fait, avec des petits dessins, mais l'application est plus représentative. On va le voir tout de suite, en fait. OK. Je commence à expliquer tout ça. Explique-nous. Oui. Après ça, on fera un recul parce qu'on va vouloir savoir qu'est-ce qui t'a rendu là. Jusque-là. Mais juste comme on met la table sur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme travail. OK. Alors, présentement, je travaille dans le domaine du NDT, CND. Donc, c'est le contrôle non destructif. C'est... comment décrire ça? C'est comme un ensemble de méthodes, de techniques qui permettent de valider l'intégrité des matériaux ou de matériaux, on va dire ça comme ça. Dans quel contexte? Alors voilà. Alors, c'est concrètement, c'est des matériaux qui subissent des contraintes physiques relativement importantes pour des domaines assez spécifiques, comme le nucléaire, par exemple. OK. On va dire critique, il ne faut pas qu'il y ait une fuite nucléaire dans un réacteur, sinon c'est très critique, on s'entend. Ça risque d'exploser. Donc ça va être le nucléaire, ça va être les lignes ferroviaires, pour éviter que ça brise et qu'effectivement il y ait des accidents. Ça peut être également tout ce qui est l'aérospatial, donc les coques de fusée, comme la NASA et puis SpaceX. Excuse-moi de te couper, fait que ça veut dire le matériau, c'est vraiment du matériel physique. Ouais, c'est physique. C'est physique. Concrètement, c'est ça. La technique, c'est de valider en fait la consistance de ces matériaux-là, à savoir qu'il n'y ait pas de défaut pour pas que ça explose. Selon le contexte de ce matériel-là, où est-ce qu'il est utilisé. Exact. Fait que est-ce que c'est des compagnies donc, manufacturières qui produisent ces pièces-là, qui vous demandent, OK, j'ai besoin de que tu testes cette pièce-là pour voir si elle est conforme à ce que je m'attends à ce que ça fasse comme dans la vie ou que ça soit... C'est presque ça. Okay. Nous, on fait l'équipement, l'outillage
et on leur donne. Et c'est eux qui font la validation. Ah, eux font la validation. Ouais. Nous, on fait juste l'outil, en fait. L'outil pour le tester. Fabrication, c'est ça, pour le tester ou vraiment le matériel de base? Comme, Vas-y. On va dire dans le matériel nucléaire, comme tu disais. Admettons, je connais rien là-dedans. Là. On va dire qu'il y a une petite pièce de métal qui va... Est-ce que vous le fabriquez ou vous le testez avant, mettons, de le mettre en marché puis de... Alors, nous, on teste uniquement... Enfin, on fait le produit qui permet de tester, en fait. OK, parfait. C'est, à titre indicatif, justement, les outils du CND, ça permet aussi de valider en production. C'est un peu la particularité de ça. C'est-à-dire, bien évidemment, s'il y a un pipeline sous l'eau, on va pas démonter tout le pipeline pour valider si les soudures sont bonnes, en fait, sur une certaine section. On va juste envoyer des matériaux, les outils, puis on va valider la structure si elle nécessite d'être réparée ou sectionnée ou autre. OK. En fait, l'idée, c'est de toujours valider l'intégrité de matériaux sans avoir à les modifier, les détruire. OK. Un exemple d'un client pour lequel vous faites ce genre de service-là? SpaceX et puis la NASA, on valide en fait la structure, enfin on vend les produits pour la structure en fait des fusées, je sais pas comment appeler ça, qui eux subissent des contraintes effectivement relativement importantes, physiques, et nous on calibre leur outil, en fait on leur vend selon leurs besoins. Or, dans la section, c'est une section R&D, donc on fait vraiment de la recherche et du développement pour eux. Sur des nouvelles technos de CND. Or, concrètement, le but étant d'identifier tous les petits défauts de ces matériaux-là, avec une granularité relativement une granularité fine, pardon. Une granularité relativement fine, et puis la rapidité et la facilité. C'est un peu ça l'idée. OK. Ben là, la question qui tue, là. Quand tu étais petit Aurélien de 4, 5 ans, 8 ans, 9 ans, est-ce que tu rêvais de faire ça? Vraiment, qu'est-ce qui t'a amené dans ça? C'est tellement niche. C'est comme, il faut tellement, tu sais, comme expliquer, c'est comme, on est vraiment comme, il n'y a personne qui connaît ça, là, j'ai l'impression, là. Est-ce que c'est quoi qui t'intéressait là-dedans? C'est quoi qui a fait que tu t'es ramassé là-dedans? Alors, comment je suis arrivé à travailler dans le CND? Tu veux vraiment partir du début, comme les études que tu as faites. Mais toi, tu as fait tes études en France? Oui, en France. Donc, j'ai eu une maîtrise en mathématiques informatiques SRO, encore un autre sigle, système réparti à objets. À l'époque, c'était encore des DESS. Ça, c'est... Puis, est-ce que tu sais que ces degrés-là, est-ce que c'est l'équivalent au Québec? C'est maîtrise. J'ai l'équivalent maîtrise, en fait. Mais ça s'appelle la même chose au Québec ou c'est un peu différent? Ou c'est... Et moi, ils ont reconnu, je sais même plus ce qu'ils ont reconnu, je crois que c'est une partie informatique. OK. Parce que comme j'ai commencé à venir, j'étais recruté de la France par une compagnie, je ne sais pas si je peux les nommer. Oui. CGI, il y a une compagnie informatique. Tant que tu ne dénigres pas, je pense. Non, je dénigre personne. Non, je bâche personne. Et puis, c'est ça, donc j'ai fait une maîtrise en informatique, informatique, mathématiques, SRO, système et réparti à objets. À l'origine, je voulais également faire un doctorat en base de données temps réel à Québec. Ça a de l'importance pour la suite de ma vie. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé pour le pétrochimique, pas très sexy. J'ai été embauché en tant qu'informaticien, donc je faisais du dev. Après, j'ai fait du QA, la qualité de code, côté MOA, MOE. Alors ça, c'est des sites qui n'existent pas au Québec. C'est maître d'œuvre, maître d'ouvrage, concrètement côté client et côté réalisation. Après, on m'a proposé le poste pour être responsable de informatique, ce que j'ai refusé. Puis tout ça, c'était en France, ça? Oui, ça c'était en France. C'était en France. Okay. Une fois ça passé, j'ai voulu me mettre dans le monde de la consultation pour rencontrer des nouveaux challenges, des nouveaux défis, savoir travailler avec différentes équipes, travailler sur différents projets, et puis apprendre l'informatique plus en profondeur, en fait, être plus challengé. Fait que c'était des conseils toujours dans le monde de l'informatique. Ouais, là, c'était encore de l'informatique. OK. Toujours et encore, dans le monde du ferroviaire, la SNCF, en fait. Ouais. Donc là, c'était plus de la mobilité, alors ça, il faut se remettre en contexte, c'est
2006, 2007, donc, avec Psion Technologies, qui était encore une fois une compagnie canadienne. Le Canada était comme imprégné dans ton futur. Exact. Et c'est ça, ça s'est très bien passé. Mais je voulais un autre challenge. Entre-temps, j'avais déménagé, changé plusieurs fois de ville. Et puis, à cette époque-là, mon ex a envoyé mon CV sur les pôles emploi internationaux. Et là, j'ai eu plein de réponses de sociétés québécoises. J'ai passé toutes les entrevues et en 2 mois, j'avais tous mes papiers pour venir ici. Puis j'étais retenu, j'avais le choix. Parce que c'est eux qui ont fait les démarches pour te faire venir. Donc c'était très rapide. Tout ça, puis, Donc on est dans cette vague-là, on était 20 à venir au Québec. Ouais. Et je crois qu'il y avait eu 2000 candidatures. Ton ex était d'accord avec ça? Oui, elle était contente. Et moi, j'avais envoyé un CV qui était banalement très européen, avec tous les codes européens, c'est-à-dire ma photo, le permis B, enfin rien d'adapté à la réalité canadienne et québécoise. Ouais. Alors là, je me suis dit, dans mon moi intérieur, c'est qu'il y a vraiment un besoin, il y a un potentiel là-bas. Quand je suis arrivé donc ici, à CGI, j'ai travaillé pour le Ciel du Soleil, pour le projet OneDrop. Fait qu'à l'époque, c'était pas ce que tu fais aujourd'hui. Non, absolument c'était vraiment pas. C'était vraiment du développement du web. OK, fait que du développement comme on le connaît. Là, oui, comme exact. Du code. Puis... Du code. Comme on le connaît, comme tu connais. C'est mon background, oui. Ouais, c'était à peu près ça. OK. C'est pas trop fort. Le codage, c'était... Parce que ma mère m'en a beaucoup parlé là, de ces années de codage. Puis des années, j'ai codé 1 an. Mais bon. C'est déjà mieux que rien. C'est déjà... T'as-tu tes affaires plus, moins, point? Exact, c'est exactement ça. Mais il y a le côté informatique. Ce qui est cool dans le côté informatique, en fait, une des lignes directives dans ma carrière, c'est le côté créatif. Parce qu'on crée quelque chose. Il y a le côté, comme on dit, il y a les architectes, les maçons et puis les plombiers, etc. L'architecte dessine, mais il ne peut pas réaliser tant qu'il n'y a pas de maçon. Et moi, j'aimais bien ce côté-là, manuel, l'artisanat du code, développé pour créer. Ouais. Et c'est toujours des beaux défis, en fait, de faire ça, parce qu'on interprète, on met en œuvre, et puis on voit, ce qui est cool aussi, c'est quand on voit le résultat. Et c'est utilisé. Ça, c'est une grande valorisation de soi-même. Ouais. Et donc c'est ça, le dev, cirque, après plus le fédéral, l'armée, Revenu Québec, des petites compagnies. En tant que développeur, architecte. Okay. Plus haut niveau, et puis... ça, c'était toujours pour la même boîte, mais pour des contrats différents. C'est des contrats différents. C'est énorme, c'est une grosse compagnie québécoise. C'est exactement ça. Et arrivé à un temps dans ma carrière, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour. Et donc, j'ai voulu reprendre pourquoi je travaille, comment je peux m'épanouir plus tard, comment je peux me réaliser, en fait. Et moi, je pars toujours du principe que quand on se lasse un peu dans sa carrière ou dans sa vie personnelle, il n'y a pas de 5. Si on devait noter notre vie ou notre travail, on ne donne pas des 0 et des 5, des 6, des 7. Pour moi, c'est 0 et 10. C'est bien, on aime ça, on n'aime pas ça. Mais on est acteur, donc on a la possibilité de changer ça. Et pour moi, là, j'avais beaucoup de 5, 6, ouais, j'aime bien, mais pas trop. J'arrivais plus à m'épanouir à travers ça. Et je me suis dit, comment je peux faire pour changer ma vie, en fait? Qu'est-ce que j'aime? Et là est arrivé, en fait, un petit travail d'introspection. Et puis, je me suis... j'ai étudié, en fait, toutes les possibilités. Je sais qu'au Québec, entre autres au Canada, c'est pas mal vu de reprendre ses études à 40 ans, ce qui était mon âge à l'époque. Et j'ai envoyé des lettres de motivation. Tu avais déjà une maîtrise, là? Oui, j'avais une maîtrise en informatique. Puis tu étais prête à retourner à l'école? Oui. Wow. OK. Pour moi, c'était pour... En fait, c'était pour concrétiser un peu mes choix et savoir si j'étais prêt à faire ça. En fait, j'avais déjà regardé un an auparavant, à 39 ans, donc, j'avais écrit et puis j'avais raté des missions. Enfin, je m'étais pris un peu trop tard, donc je m'étais dit, je continue 1 an. Et puis l'année d'après, je m'en vais, c'était à Rimouski, à l'UQAR, pour reprendre un nouveau diplôme qui avait 2 années d'existence, qui s'appelait un DESS, Océanographie appliquée. Donc, Océanographie appliquée, ouais. OK. À Rimouski. Ça veut, c'est quoi?
Alors le but, c'était de faire le pont entre des personnes comme moi qui venaient plus du civil ou pas forcément du monde océanographique, mais qui couvraient des besoins océanographiques. Le problème de l'océanographie, c'est souvent des chercheurs. Donc c'est des gens qui sont très pointus dans leur domaine, mais qui ont peu d'idées de ce qu'il y a à côté en informatique. Ils ne sont pas multidisciplinaires en fait. Donc le fait d'avoir une formation comme ça permettait de créer comme un pont, par exemple, entre ces chercheurs et le monde civil, on va dire en quelque sorte. C'était ça l'idée. Donc il y avait eu 3 cohortes avant moi, je crois. Donc j'avais jamais mis les pieds à Rimouski ici, touristiquement, comme tout le monde. C'est mignon. Et donc j'ai starté ce DESS en océanographie appliquée. Moi, tu me dis ce mot-là, je pense aux baleines, ok? Oui, mais en fait, c'est pas faux. Mais est-ce qu'admettons, ça venait avec des connaissances sur, on va dire, les courants d'eau, ces affaires-là? Exact. C'était ça, en C'est gros. très, très large, en fait. L'océanographie, elle est divisée en 4... quand on dit océanographie, il y a 4 matières principales. Dans celle-ci, il y a la chimie de l'eau. Il y a la physique, les vagues, les courants, la géologie, l'érosion des falaises, des pierres, etc. Et enfin, la biologie marine que tout le monde, en fait, associe rapidement, justement, quand tu disais les baleines, à l'océanographie. J'imagine que tu ne dois pas se donner à beaucoup d'endroits, là. J'imagine que c'est... Non, mais l'épicentre de l'océanographie au Québec, c'est pas mal Rimouski, l'ISMER, et puis... c'est ça, c'est un institut, donc c'est un peu particulier. Il y a l'université, des cours qui étaient donnés à l'université et à l'institut. Quand je suis arrivé au Québec, je travaillais sur One Drop. One Drop, c'était le projet... de Cirque du Soleil. Du Cirque du Soleil, où Guy Laliberté partait dans l'espace pour sensibiliser les gens à l'eau. Donc il y a comme un fil conducteur, c'était la mer, l'eau. Et donc c'est ça. Arrivé à 40 ans, je me suis dit, océanographie, ça répond positivement. Bah go, j'y vais. Ouais. C'est comme un cadeau que tu t'es fait un peu, je trouve. C'est exactement ça. C'est de dire des fois. Puis c'est souvent ça, les gens s'imaginent que, tu sais, on choisit un programme universitaire, on commence un job, puis c'est ça ça va être notre vie. T'sais, c'est comme si on prenait une décision qui allait comme impacter les 50 prochaines années de notre vie, mais souvent, c'est pas ça. C'est absolument La vie, c'est exact. plein de choses comme ça qui, tu sais, que t'as... C'est plein d'inattendus, et puis on a toujours la possibilité, on est acteur de sa vie en fait et de ses choix. Ouais, mais j'ai vraiment accroché sur quelque chose que tu as dit tantôt par rapport quand tu disais 0 à 10, puis que tu disais j'aime pas les 5, tu sais, c'est soit j'aime pas. Puis tu sais, quand tu es au début de ta carrière, moi je me souviens quand je faisais les premières années, tu sais, souvent je travaillais puis j'étais comme mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi que pourquoi je suis là? Moi, j'étudie en marketing. Je me ramasse que je fais du code. Effectivement, le pont est assez... Le pont est énorme. Puis, tu sais, on s'entend que les premières jobs, quand on rentre dans des compagnies, c'est jamais glorieux. Là, on nous donne la job de merde un peu, la job de base. Faut commencer à quelque part, faut avoir de l'expérience éventuellement. Puis, moi, je me souviens que, tu sais, je détestais pas ce que je faisais, mais j'aimais pas nécessairement ce que je faisais. Puis, je comprenais pas ce que je faisais là nécessairement. Puis, est-ce que j'étais à la bonne place, tu sais. Mais je sais pas jusqu'à quel point... mon point, parce que je m'en allais avec ça, c'est je sais pas jusqu'à quel point quand tu finis l'école puis que tu commences à travailler, si tu peux déjà comme capoter sur ta job puis tu sais être un 10. Parce que t'es en learning curve, c'est tellement un choc quand tu dis tu passes de ta vie d'étudiant à ta vie de travailler 5 jours par semaine, de 9 à 5, exact. De 9, puis moi j'étais en consultation. Je travaillais pour une boîte un peu comme CGI, je travaillais pour Accenture, tu sais, je faisais des 10 heures, des 12 heures, tu sais, j'étais sur des projets, c'était super intense. Fait que c'est... En tout cas, je me fais la réflexion, je me demande vraiment s'il y a des gens qui trippent tout de suite sur leur job. Je pense que ça, écoute, je suis pas encore rendue sur le marché du travail, mais je pense que ça dépend aussi du milieu dans lequel tu étudies. Tu étudies pour être pompier. Puis tu tripes pompier, là. Ouais. Ben, les autres, c'est tellement straightforward. C'est comme ça, c'est clair. C'est exactement ça. Puis je pense que ton domaine à toi, le tien aussi, c'est... en ce moment, ce que tu fais, c'est extrêmement niche, mais à ce moment-là, après tes études, c'était pas... Non, du développement, c'est... L'informatique... Tu du développement en plein... L'informatique, c'est tellement large. Exact. Et puis... C'est dur de trouver ton domaine de prédilection, ouais. Mais là, en fait, ce qui s'était passé, pourquoi j'avais choisi l'informatique,
à ce moment-là, enfin les mathématiques et l'informatique. Tout bêtement parce qu'on a tendance à suivre ce que les professeurs nous disent aussi. Ouais. On dit t'es bon en mathématiques, continue en mathématiques. Ouais. Et ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on veut faire, mais c'est comme aussi se valoriser parce que on a des résultats qui sont positifs. Nos parents nous créditent là-dedans, les professeurs nous créditent là-dedans. Donc on a tendance à me fait les yeux. Oui, j'ai bien vu ça, le petit regard sur le côté. Et on a tendance à... C'est appréciable, en fait, de se dire, t'es bon dans quelque chose. Et donc, on veut valoriser, en fait, ce bon et le continuer. Ouais. Mais ça veut dire qu'on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut faire. On nous conduit à penser comme ça et à avancer vers ça. Voilà, c'est un peu l'amorce de... C'est pas évident, en fait, de faire le pont entre sa vie personnelle, son niveau social aussi, parce que c'est énormément d'impact aussi sur tes choix. Toute l'influence de ton environnement. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup comme ça en France. Moi, tu sais, je veux dire, je pense que au Québec, pas qu'on l'a plus facile, peut-être un petit peu. Il y a tellement d'opportunités de travail qui peuvent s'offrir à nous dans tellement de domaines. Moi, je vais à l'école avec énormément de Français, justement, qui viennent faire leurs études ici pour, par après, avoir les opportunités de travail. Juste après un bac, tu n'as pas besoin d'une maîtrise, pas besoin d'un doctorat. Puis ils me disaient, en France, t'as pas ta maîtrise, oublie ça, t'auras pas de job. Exact. C'est fou, ça. Exact, parce que c'est très compétitif, et puis tu vas te retrouver face à des gens qui sont multidiplômés, puis toi tu vas arriver avec un diplôme entre guillemets inférieur. Mais malheureusement, c'est pas les diplômes qui font la valeur de la personne, mais justement, c'est ces diplômes qui t'ouvrent la porte aux employeurs. Ouais. Eux, ils font une sélection, ils prennent le CV, ils regardent le niveau scolaire. De quelle école tu sors, etc. Donc, pour se dissocier, c'est vraiment pas évident. Ouais. Ici, la politique cette politique, elle n'est pas du tout comme ça, en fait. C'est sûr que les diplômes, pour le gouvernement, par exemple, il faut un bac, je crois. Moi, je veux revenir sur ce que tu disais tantôt par rapport à que tu t'es laissé influencer par tes professeurs, par ta famille, ton environnement. Mais je pense que c'est normal, puis c'est correct. Mais tu sais, on sait pas, à cet âge-là, on sait pas probablement, on se connaît très peu. Exact. On se connaît pas nous-mêmes. Puis on connaît pas toutes les possibilités. Et c'est d'ailleurs une des raisons qu'on fait ce podcast-là, c'est vraiment d'exposer du monde qui ont toutes sortes de carrières que personne connaît, ou même que des fois les gens pensent qu'ils connaissent, mais qu'ils connaissent pas vraiment parce que c'est comme tu as une exposure de une personne, puis encore une fois. Donc, mais je pense que c'est correct. Puis de toute façon, moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être dans l'action, d'aller chercher des connaissances, puis tu sais, regarde toi qui es retourné aux études à 40 ans, tout est possible. Tout est possible. Ça prend du courage, par exemple. C'est financièrement, je sais pas comment tu as fait pendant cette période-là de ta vie, mais... Je sais pas si c'est du courage. Non? Non, les gens ont tendance à dire c'est du courage. Je pense pas que ce soit du courage, c'est juste... Ça prend des couilles, moi, je trouve. Moi, je suis d'accord. C'est pas... Tu sais, à chaque fois que les gens suivent pas le chemin le plus direct, le chemin le plus, tu sais, comme sans brasser, tu sais, on roule dans notre trou d'hamster, puis on fait nos affaires, puis on répète d'une journée à l'autre, c'est pas mal la même chose. Là, t'es sorti de la roue de hamster quand t'es allé à l'école, là. Je vais aller chercher une autre roue de... Une autre roue! Ouais. Mais c'est parce que c'est vrai qu'on a tendance... C'est tellement confortable, notre quotidien. Ben oui. Et c'est comme courir le matin quand on veut se mettre au jogging... On est mieux dans son lit, en fait. C'est vrai. Et il faut se motiver à sortir. Et la motivation, notre cerveau est pas fait comme ça. On aime le confort. Donc, souvent, il faut se mettre dans une situation lambda, pas forcément facile, sortir de sa bulle, puis voir un peu comment on réagit. Et effectivement, là, c'était un peu ça. C'était d'aller à Rimouski, seul, dans un petit appartement, et aller se faire challenger par des jeunes d'une vingtaine d'années. Parce que dans son amour-propre, il faut savoir être humble aussi, parce que eux avaient plus de connaissances que moi dans les domaines que moi je devais apprendre. C'est... puis avoir le goût du challenge. Et puis, le final, c'est de faire quelque chose que t'aimes à la fin. Ouais. Même si t'arrives pas... Parce qu'il y a aussi ça, on a le droit à l'erreur, en fait. Ouais. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais l'erreur, c'est pas grave. Mais moi, le mot erreur, je l'aime pas beaucoup. Puis je trouve que pour moi, erreur égale apprentissage. Exact. C'est vraiment ça. Tant mieux si on fait des erreurs, parce qu'on est en train d'apprendre, puis on se met dans des situations, dans des positions où est-ce que
on n'est pas en train justement de juste rouler dans le trou puis écouter Occupation Double, tu sais, puis mettre dans nos pantoufles. Je sais que t'aimes ça. Oh ça pourrait être un autre sujet. Oui, mais bon. Tapis rouge. J'ai écouté Tapis rouge avec Steph. J'ai été pris en otage. Mais c'est vrai qu'on se prend rapidement au jeu. Ouais. Mais là, le lien entre l'océanographie. Oh my God. Mais je vais reprendre quelque chose aussi. Et ce que tu fais aujourd'hui... Alors, il est là. Alors, il y a un autre point, mais effectivement, pour finaliser un peu ton idée, c'est on apprend, ce qu'on retient plus dans nos vies, c'est, pour moi, c'est les erreurs ou les folies. Dans ta vie, c'est pas ton quotidien que tu retiens. Ton quotidien, tu l'oublies en fait. Il est tellement banal, il est tellement ta roue de hamster, là. Tu fais pas la différence entre la première barre et la dernière. T'es comme un petit peu endormi, hein? Exact. Ouais. C'est un pilote automatique. Exact. Et c'était la même chose en France. C'est pour ça que j'avais voulu bouger. Parce que je trouve que humainement, il n'y a pas que le financier en fait, mais humainement, tu apprends quelque chose d'autre. Et puis tu apprends à regarder, tu vas côtoyer d'autres collègues, d'autres villes, d'autres réalités. Et ça va t'amener en fait un autre regard, peut-être une autre envie d'aventure. Puis la vie, c'est ça, c'est un peu une aventure. Mais c'est à toi de la dessiner. Donc, l'océanographie, voilà, c'était un peu un autre point sur lequel je voulais aller. Et ce qui est assez drôle, c'est que plus jeune, j'étais né au bord de la mer, et j'avais peur de l'eau. Donc quand j'ai dit que je prenais océanographie, ma famille me disait « Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans ?» C'est tellement pas un monde où on te voyait, en fait. Ouais. Mais mes amis ne me voyaient pas du tout venir au Canada non plus, ne me voyaient pas bouger autant que ça dans ma vie. Donc c'est ça, solliciter, actionner quelque chose, ça peut être n'importe quoi en fait, quelques stimuli dans notre entourage, et puis avoir des mots déclics. Hop, ça, mais pourquoi je le ferais pas? Puis où elle est la limite en fait? Il est où mon obstacle? Il n'y a pas vraiment. Donc c'est souvent les gens qui se donnent leurs propres obstacles en fait. Ah oui, dans la tête. C'est exact, c'est vraiment dans la tête. Donc ça a actionné ça. Et puis voilà. L'océanographie, je vais revenir à l'océanographie. L'océanographie, il y a je devais faire un stage en DESS. Et entre autres, il y a la physique. La physique, il y a les ultrasons. Alors, je ne sais pas si vous faites le lien tout de suite parce que je ne l'ai pas présenté tout au début. Et les ultrasons, c'est une technique de NDT sur laquelle je travaille actuellement. Donc le pont est fait en fait. Et également, les ultrasons sont utilisés pour la NDT. En fait, il y a deux techniques actuellement sur lesquelles on travaille. C'est le courant de Foucault et l'ultrason. Bon, c'est pas les seuls, mais donc ces notions-là, tu les utilises aujourd'hui dans ton travail. Mais c'était pas du tout le pont exact. Mais c'est dans un autre contexte, mais ça s'applique. Exact. Ouais. Encore une fois, le NDT est utilisé pour les coques des sous-marins, les coques des bateaux. On le voit là, le dernier accident de sous-marin qui est arrivé récemment. Le pire, c'est qu'on voulait te poser des questions là-dessus. Parce qu'on savait qu'il y avait une histoire d'océan, dans ce que tu faisais. Là, tu parlais pas d'affaire du Titanic, là? Oui, le petit sous-marin qui est passé, je sais plus. Le sous-marin qui a explosé. Ouais. Ah, il a explosé? Moi, je sais qu'il s'était fait... C'est un peu tout ça. Ouais, c'est ça. C'est la pression qui a fait ça. Ça a explosé, ça doit être une fissure. Ça faisait pas partie des choses que tu avais testées, j'espère. Non, on n'a pas pas responsable. Non, mais c'est, entre autres, on a travaillé pour des sous-marins aussi. Ah, ok. Donc, et dans la compagnie pour laquelle je travaille, ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a des électriciens, des mécaniciens, ingénieurs mécaniques, ingénieurs électriques, des ingénieurs ultrasons, des informaticiens, et on fait des produits tout en un. C'est-à-dire, ils font les petits robots qu'on colle sur les tuyaux, qui font le tour. Il y a quand même plein de domaines qui interagissent les uns avec les autres. Et, j'allais dire, c'est pas des personnes qui ont l'habitude de travailler nécessairement en équipe non plus. On va dire, les informaticiens, on n'est pas réputés pour être des bons communicants. Non. Individual contributor, un peu dans sa bulle. Et le travail est fait aussi pour ça. On est devant son ordinateur et on ne communique pas nécessairement beaucoup. C'est tellement simple de ne pas communiquer. Mais présenter quelque chose aux autres, l'expliquer, ça nécessite de bien le connaître et le maîtriser. Ce qui n'est pas toujours le cas en fait. On travaille souvent sans savoir vraiment vers où on va. Quand on est obligé de l'expliquer, on est obligé de savoir où on va. Donc ça contraint un peu les gens à communiquer. Moi j'appelle ça souvent les processus furtifs. Les gens ont du mal à communiquer, mais parce que le travail les bloque. Donc on prend un café, on prend un verre d'eau, Et là on sort les gens de leur zone de confort
de leur zone professionnelle plutôt, et on les met dans une zone qui est différente. Et là, la parole se libère plus facilement, je trouve. Et donc, on échange plus comme ça. D'expérience, c'est un peu ça avec le monde des informaticiens. Ouais. Et c'est un peu ce qui est recherché dans ma job actuellement, en fait. C'est un peu le... Fait que tu as fait une fusion, en fait, de ta job d'avant, l'océanographie. Exact. Bravo! Du premier coup. Tu fais ta job d'aujourd'hui. Exact. Puis comment tu trouves ça? Ouais, qu'est-ce que t'aimes? C'est-tu le challenge intellectuel? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que j'aime actuellement? Est-ce que tu es dans un 10 maintenant? Est-ce que tu tripes? Je suis pas encore dans un 10. Non. Mais les Françaises êtes chialons, est-ce que... Oh là là, ça c'est facile. C'était un couteau dans le dos, ça marche. On taquine ce qu'on aime. Exact. Non, mais c'est dans cette compagnie-là, ce que j'aime beaucoup, c'est, je vais reprendre ce mot-là, mais la synergie, en fait, des personnes. Les gens qui ont des profils complètement différents, qui doivent agir ensemble pour produire un produit fini. Je reviens toujours à cette idée-là, en fait. Le côté maçon, le côté artisanat. On produit quelque chose et c'est utilisé. T'as une satisfaction. Et ça, oui, effectivement, c'est très bon pour son développement personnel parce qu'il n'y a rien de plus valorisant que faire quelque chose qui est utilisé. Et Dieu sait qu'en informatique, on fait plein de choses qui ne sont jamais utilisées. Ouais. Oui. Et là, d'avoir quelque chose que tu es capable de présenter, puis c'est physique aussi. Parce qu'il y a le côté R&D, et puis on est capable de l'expliquer. Donc ça fait qu'il y a pas mal de choses qui valorisent en fait ce choix de carrière. Après un 10, mais je peux l'atteindre. Je n'y suis pas encore, pour différentes raisons, mais maintenant c'est aussi les cartes sont un peu dans mon camp. C'est à moi de jouer les bonnes cartes pour atteindre mon 10. Et ta job en ce moment, est-ce que c'est 100% à distance? Alors, là, c'est une très bonne question. Présentement, oui. Ok. Je suis une des rares exceptions, des quelques exceptions. Il y a entre autres un chercheur qui travaille en Écosse, qui travaille avec nous, qui est également à distance. Lui, il est purement ultrason physique. Moi, je fais du dev, plus maintenant, et également Scrum Master, sur différentes équipes. Il faut que tu expliques peut-être c'est quoi Scrum Master. Scrum Master, c'est une... Alors, le Scrum, en fait, c'est une méthode... Concrètement, on est orienté plus vers le produit. C'est-à-dire, moi, je comprends toujours ce mot-là, en fait. Keep it stupid and simple. Le principe KISS, on garde des choses simples, rapides, et c'est le besoin client qui est avant tout récompensé. On est orienté c'est très itératif aussi. Exact. À place d'essayer d'avoir un produit fini, très complexe, dès le jour 1, on le fait tranquillement. Exactement. Ouais. Le but, c'est d'avoir concrètement, plutôt qu'attaquer un gros problème, on le compartimente en plein de petits problèmes qui sont plus faciles à réaliser. Et puis on se fixe cet objectif-là, ce petit problème-là. Mais c'est quoi, c'est genre un mode de fonctionnement dans la gestion de projet, genre? Oui. Puis d'ailleurs, parce qu'Amélia, elle fait un cours en gestion de projet en ce moment. My girl, c'est pas un cours. C'est un certificat complet. Excuse-moi. Oups. Ouais. Donc, des cours. Mais tu vas peut-être le voir, c'est une méthodologie. Mais c'est surtout dans le monde TI. Exact, c'est pour ça que je disais... À chaque fois, ils disent que ça peut s'étendre à d'autres corps de métier, à d'autres domaines, ce qui n'est pas faux, mais on va le retrouver principalement en informatique. OK. Quel genre de... Tu sais, les gens qui nous écoutent, c'est... Quel genre de personnes tu penses qui comment je peux dire ça? Qui triperaient faire ce job-là. Qui triperaient faire, tu penses, qu'est-ce que toi tu fais? Tu sais, comme les personnes qui vont écouter vont dire « Ah, moi, je suis comme ça, je devrais peut-être considérer ce genre d'études-là pour c'est peut-être pas autant niché que l'océanographie ou l'unité. Dans le milieu de l'informatique, admettons, puis en fait, encore une fois, ça va être le pluridisciplinaire. Je trouve qu'en informatique, c'est vraiment la chose qui est centrale. Connaître l'informatique, c'est une chose, connaître la technique, mais l'appliquer à un domaine, à un corps de métier, c'est encore un plus, en fait. Ouais. Et concrètement, savoir de quoi on parle au niveau métier, c'est vachement mieux. C'est ça, dépendamment du contexte, c'est complètement différent. Exact, ça n'a rien à voir. Donc, c'est ce que j'aimais, entre autres, dans l'informatique et le monde de la consultation, c'est de l'adaptabilité. Et le fait d'immigrer aussi, personnellement, on le voit en fait dans mon chemin de vie, c'est à chaque fois se challenger, se réadapter à des nouvelles équipes, à un nouveau pays, à des nouvelles villes,
à des nouveaux amis. Non, c'est vrai. C'est créer un peu tout son environnement autour de soi. C'est pas évident, c'est beaucoup de challenges. Mais ça te permet aussi de se comprendre soi-même. Et puis, au même titre, c'est d'affiner un peu comment se réaliser, en fait, dans la vie. C'est un peu ça, je sais pas si c'est un but dans la vie de tout un chacun, mais c'est se réaliser à travers sa profession, pas prendre ça comme un fardeau, dire faire je sais pas, 7-8 heures de travail par jour, puis dire après je vais en profiter, ou attendre ces 5 semaines de vacances, ces vacances annuelles pour profiter de la vie. C'est dire en fait comment je peux combiner mon plaisir, ce que j'aime, à mon travail. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Après, qu'est-ce qui pourrait... quelles sont les qualités que quelqu'un devrait avoir pour faire le type de métier? Les qualités, mais c'est juste comme... les intérêts, peut-être. Un intérêt ou plus le genre de personne qu'une qualité. Mettons, est-ce que quelqu'un de plus solitaire, c'est tantôt tu disais qu'il y avait... en informatique, c'est beaucoup de monde qui sont très... un peu nombriliste, un peu nombriliste. Non, mais un peu les rats de laboratoire, il y a un peu cette vision-là. Ouais. Je dirais quelqu'un qui est très empathique. OK. L'empathie, dans le monde professionnel, surtout, je vois par rapport à moi, en tant que Scrum Master, c'est de savoir se transposer dans l'autre pour savoir ses difficultés. Parce qu'il n'est pas évident, en fait, de connaître les problèmes, les bloquants que la personne en face de toi a. Puis, en général, c'est tellement mal perçu par l'entourage de dire « je suis bloqué », ça veut dire que tu n'y arrives pas, donc ça veut dire que tu n'es pas bon. Et donc, ça veut dire qu'est-ce que tu fais là? Et le but, c'est que cette personne-là ne sente pas ça. C'est-à-dire, je suis bloqué parce qu'on ne m'a pas donné les bonnes informations, ou j'ai pas cette compétence-là, ce qui est normal, où je peux la trouver et qui peut me la donner. Et moi, je vais faire le pont entre ça, entre ces besoins-là et ces réponses-là. Donc, concrètement, c'est quelqu'un qui est capable de poser les bonnes questions à des personnes, à son entourage, pour déceler, en fait, les problématiques qu'ils rencontrent. Donc le côté empathique, en fait, c'est une qualité, à mon avis, un trait de caractère qui est super important. Le côté facilitateur, le côté pas forcément bon communicant, mais facilitateur. Le vouloir aider. Je pense que ça aussi, c'est très important. Donc je pense que ça, c'est des traits de qualité chez une personne. C'est pas grand-chose, mais qui peuvent aider également. Le côté, sympathique, social. On s'imaginerait pas ça, hein? Non, vraiment pas. Parce on a vraiment le cliché dans la tête là, de la personne qui fait quelqu'un qui fait juste coder puis qui est comme... Mais c'est impossible. Pour coder, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit coder. Pour comprendre ce qu'on doit coder, on doit comprendre le besoin d'affaires ou le besoin de peu importe ce que... Moi, je suis plus dans le monde d'affaires, là, mais puis comme le côté empathique, qu'est-ce que tu dis, se mettre dans les souliers de la personne pour comprendre vraiment ce qu'elle a besoin, puis tout ça, puis de le mettre dans des programmes, c'est vraiment, faut vraiment être super à l'écoute, comprendre, se donner la peine, puis se mettre dans la position. C'est vrai que on réalise pas, là, mais c'est vrai, c'est très, très vrai ce que tu dis, mais c'est pas ce qu'on s'imagine de ce genre de travail-là. Pas du tout. Non, complètement pas. Ouais. Et puis, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Je sais, quand je reviens un peu sur tantôt, tu disais que tu étais un des seuls gars qui travaillait à distance. Oui, tout à fait. Puis, admettons une journée typique, si je peux dire. Est-ce que tes journées se ressemblent la plupart du temps? Ça ressemble à quoi? Là, c'est sûr que tu es dans ton chez-toi, j'imagine. Oui, exact. Ces derniers temps, oui, effectivement, ça a tendance à être un peu mécanique. Ce qui se passe, c'est je travaille beaucoup avec la France, avec des équipes, avec une équipe en France, puis 2 équipes à Québec, dont une personne qui est à distance. Il y avait aussi une équipe qui était aux États-Unis. Donc le but aussi, c'est ça, c'est de sortir les produits. Donc encore une fois, c'est d'être... Alors je fais toujours du développement parce que j'ai jamais voulu lâcher cette partie-là, parce que j'aime ça, c'est aussi bête que ça. Maintenant, il faut toujours apprendre à détacher du temps parce que intellectuellement, c'est quand même demandant, le développement. C'est pas quelque chose qui est si simple que ça à starter dans sa journée. On entend souvent les informaticiens dire j'ai réfléchi à toute la nuit à ce problème-là, en dehors, et puis là, c'est pas du tout horaire, hein. C'est gratuit. Puis arriver le matin et essayer de coder l'affaire pour se débloquer du problème. Moi, mes principaux problèmes ces derniers temps, c'est justement être le facilitateur de tous ces projets-là, parce qu'on a un problème de main-d'œuvre.
Il ne faut pas se mentir. Donc le truc, c'est de trouver des gens qui soient toujours disponibles. On va dire ça comme ça, je sais pas si c'est le bon mot en fait, toujours disponible. Flexible, flexible, ouais, je sais pas exactement comment je pourrais tourner ça d'une manière, une journée typique. C'est parce que ces derniers temps, c'est assez particulier, étant donné qu'il y a les vacances, il y a beaucoup de choses qui sont plus challengeantes pour trouver des gens, pour être capable de trouver des développeurs qui vont réaliser les tâches, en fait. C'est un petit peu plus ça le challenge. Et puis, il faut pas oublier, il y a aussi le multiculturalisme, c'est le fait... par exemple, d'utiliser les bons mots pour les bonnes personnes. Surtout quand tu travailles avec les Français, t'as de la bizarre, right? Non, mais c'est vrai, on a tendance à oublier, en fait. Ah ouais, t'es rendu un Québécois, là. Oui, il y a des choses au niveau de l'approche de travail, je suis un mix entre les deux. Et moi-même, quand je travaille avec certains Français, je vais trouver certains rapports qui sont beaucoup plus agressifs. Qui vont pas exister ici du tout. Mais c'est pas du tout de l'agressivité, c'est hiérarchique, non? Oui, excessivement hiérarchique. Ouais. Ça, c'est une manière de travailler. Typiquement, quand on a starté un des projets, les personnes voulaient valider leur choix par des supérieurs. Mais je savais pas ça, en fait, parce que j'étais pas sur place. Ils me le disaient pas forcément, mais je voyais bien que les tâches avançaient pas. J'essayais de savoir pourquoi ça avançait pas, en fait. Et au bout d'un certain temps, j'ai compris que tout ce qu'ils amorçaient, ils demandaient une accréditation de leurs responsables. Oui. Et donc forcément, ça laissait des temps de réponse et puis des temps de réalisation qui étaient beaucoup plus longs. Ouais. Mais en fait, ils venaient même pas... parce que chaque jour, on a des réunions de quelques minutes. Personne n'en parlait. Parce que c'était tellement évident que pour eux, ils ne pouvaient même pas s'imaginer que ça, c'était une mauvaise façon ou une autre façon de faire qui n'existait pas dans le processus agile, en fait. Et on leur a dit, non, c'est vous qui décidez, c'est vous les maîtres. C'est vous qui choisissez ce que vous devez faire, c'est vous qui choisissez comment vous devez le faire, c'est vous qui choisissez vos semaines, vos sprints. Les sprints, c'est l'échelle de temps, en fait, de la réalisation d'une fonctionnalité, on va dire ça comme ça, ou plusieurs. Et quand ça, ils ont commencé à le comprendre, ils sont devenus parfaitement autonomes. Mais ça nécessite, surtout à distance, c'était pas évident, c'est de comprendre un peu comment eux étaient leur réalité de l'autre côté. Et puis, effectivement, le fait d'être français, c'était peut-être un atout, parce que j'avais déjà un peu leur manière de penser. Et puis, j'avais déjà travaillé à peu près 10 ans en France, donc je savais comment ça marchait de l'autre côté. Mais il fallait quand même un peu gratter pour que l'information vienne et puis leur dire, essayer de lever ces obstacles-là pour eux. Puis effectivement, ça a fonctionné comme ça. Je me tourne vers toi un moment 2 secondes. Là. Oui. Dans ta job, tu sais, justement, je sais que tu travailles avec du monde, entre autres, qui sont au Mexique, qui sont aux États-Unis, puis c'est ça. Est-ce que tu ressens cette même différence-là de... Complètement. Ouais. 100%. Puis on sous-estime... Parce qu'aujourd'hui, les compagnies vont engager partout dans le monde parce qu'on manque de monde dramatiquement. Là. C'est vraiment comme toutes les compagnies essaient d'engager du talent, puis personne, tout le monde s'arrache les gens pratiquement. Puis, fait qu'on va dans d'autres pays pour aller chercher les compétences puis les gens pour le faire. Mais tu sais, on engage sans tenir compte, sans se poser ou se faire en arrière et dire ça va être quoi travailler avec cette personne-là, ça va être quoi. Puis c'est sûr que quand c'est une personne ici et là, ça va, mais comme nous, on a fait une acquisition au Mexique, donc on s'est ramassé avec plusieurs employés, puis vraiment avec des dirigeants aussi, avec une certaine culture, puis ils sont complètement différents. Là, c'est complètement différent la façon de travailler. Puis on sous-estime ça, puis ça fait que la productivité est impactée aussi parce que on travaille pas de la même façon nécessairement, puis on communique pas de la même façon non plus, puis on assume des choses comme tout. Exact. Si tu comprenais pas pourquoi ça prenait du temps, puis le travail avançait pas, mais eux attendaient peut-être avec des étapes puis tout ça, parce qu'ils sont plus hiérarchiques. Au Mexique, c'est la même chose. Au Mexique, c'est très, très, très hiérarchique. Ils attendent après chaque chose. Ils osent pas, nous, on est très collaborateurs au Québec. Moi, je suis la présidente de la compagnie, mais je me sers avec tout le monde. C'est comme... Ça, on n'a pas cette hiérarchie-là qui est présente comme ça. Fait que c'est vraiment une réalité importante. Tu dis ça, puis moi, ce que je vois dans mes cours en ce moment à l'université, là, c'est que justement, ils sont tellement dans une approche horizontale, là, puis
c'est pas la verticale, là. C'est pas justement hiérarchie, puis de ci, de ça. Tout le monde, c'est... j'ai un cours vraiment juste de genre de mobilisation, là, de comme... de motiver le monde, justement, autour de toi, t'es pas, personne n'est au-dessus d'un et de l'autre, tout le monde est égal, tout le monde est ci, tout le monde est ça. Et j'imagine qu'en France, les employés, entre eux, gardent une certaine, ils gardent une certaine distance professionnelle, genre, de... Mais oui, nécessairement, parce que la hiérarchie est dissociée de la plèbe salariale, on va dire ça comme ça. Je comprends. Mais il a dit salarial. Et je sais que nos jeunes, ils aiment ça parler salaire. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ton milieu? C'est les salaires? Alors, les salaires, ça doit osciller à peu près, alors ça va être du simple au double peut-être, mais à peu près entre 50-60 000 jusqu'à, je dirais, 110 000, 120 000, 25 000. Ouais. Et quand, mettons, en commençant, ça serait dans les ranges plus bas. Et puis, 50, après l'expérience, ça peut monter très très vite, en fait, parce que il y a tellement un manque de personnel. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu penses que ça va changer, ce milieu? Ça, en fait, ouais, vu que... Je sais pas si les salaires changent. En ce moment, l'inflation fait que... c'est 2%. Ça l'augmente. Habituellement, dans des années plus normales, c'est 1% à 3% que les salaires augmentent d'année en année. Mais des dernières années, ça a été autour de... Là, on s'entend, on parle en 2023, 5%, 6% au Canada. En général, là, ça a vraiment monté dans les dernières années. C'est pas comme si on va retourner en arrière. Là. Non. Un coup que ça a augmenté, puis tout le reste a augmenté. On s'entend que l'épicerie, tout ça, tout coûte cher en ce moment. Il faut équilibrer les choses aussi. Là. Ouais, exactement. En tout cas, ça a été super intéressant d'avoir cette conversation-là. Je savais que j'allais en apprendre sur ce que tu fais, puis je suis contente de savoir maintenant ce que tu fais un peu plus. Je sais pas si ça vous aide vraiment sur le détail X. Ben oui, c'est le parcours, puis tout ça, puis toutes les c'est le parcours, mais c'est aussi de se rendre compte que l'informatique, c'est pas juste genre dans les systèmes de sécurité, genre ces affaires-là. Complètement pas. C'est partout, là. Ben, merci beaucoup, Aurélien. Merci pour ton temps. Puis, avec plaisir. Un jour, je vais être capable de dire le mot aussi quelque chose. Océan. Voilà. Baleine. Baleine. Puis moi, je dis plus baleine. Mais bon, ça sent ça. Moi, je ne le fais pas parce qu'après... Les baleines. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Merci tout le monde d'avoir été là. On espère que ça vous a plu. Oui, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes, donc entre autres YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Instagram et TikTok. Absolument. Et si vous avez des questions ou des carrières que vous aimeriez qu'on couvre dans le podcast, n'hésitez pas, dites-nous-le, puis ça va nous faire plaisir. En commentaire. Oh yes, merci. Merci.